là, je commence à me dire, justement, pour revenir à la réalité, je comprends que chacun vit une réalité qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble, mais on est tous dans un monde différent. Et des fois, on se rencontre. Mais on est à des niveaux qui se superposent. Et là, je me dis, mais la réalité, c'est quoi, en vrai ? Bienvenue pour cette nouvelle rencontre et merci d'accueillir mon invité. On va parler de reprogrammation de l'identité profonde et puis ces fameux déblocages des croyances limitantes ou des croyances inconscientes avec un coach mental. Il s'appelle Hicham Akadam. Il est installé sur les canapés. Bonjour Hicham. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Je suis très content de vous accueillir sur ce plateau parce que quand on évoque évidemment cette thématique des croyances limitantes, tout le monde en a. Oui. Et heureusement. Et heureusement ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les croyances, on a surnommé souvent croyances limitantes. Si tu veux, si t'avais pas de croyances limitantes, tu ferais un peu n'importe quoi. C'est ce qui te limite qui conditionne un peu ton identité. Donc, quelle que soit l'identité que tu as, et peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, l'identité, la personnalité que tu as, tout au long de ta vie, tu vas évoluer et tu vas changer. Il y a 10 ans, t'es pas le même que aujourd'hui, et demain tu seras pas, et je veux dire dans l'avenir, dans 10 ans tu seras pas le même qu'aujourd'hui. Cette identité a tendance à changer et c'est un peu le cycle de la vie, c'est tout est en évolution. Donc l'identité et les croyances, c'est un peu ce qui nous tient dans cette identité. Donc on en a aussi besoin, certaines fois elles sont limitantes et on peut heureusement les débloquer pour justement passer à autre chose. Mais on en a besoin parce que si on n'avait pas de croyances limitantes non plus, on ferait un peu tout et n'importe quoi. On n'aurait pas de limite. Donc c'est protecteur ? Exactement, ouais. C'est protecteur d'une identité à un instant donné. Ouais. Mais ça peut te limiter dans le déblocage de ton potentiel. Ça m'a fait sourire parce que quand vous disiez il y a quelques secondes que on n'est pas la personne, dans 10 ans on ne sera pas nécessairement la personne qu'on est aujourd'hui, je souriais parce que je me dis, dans quel sens ? Est-ce qu'on aura évolué positivement ou est-ce que on aura... Quoi qu'il arrive, vous allez évoluer. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on évolue de manière inconsciente ou est-ce qu'on évolue de manière consciente. Mais quoi qu'il arrive, on va évoluer. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ, qui est notre naissance, et un point d'arrivée, qui va être la mort. Et entre-temps, on va évoluer. Maintenant, les mécanismes qu'on a, qui sont liés essentiellement à notre conditionnement, font que, en fait, c'est comme si on avait posé des rails, et on est sur un train, et on n'a pas conscience de ces rails-là. Donc, on va avancer quoi qu'il arrive. Mais on avance par rapport à celui qui a posé les rails. Mais on n'a pas forcément conscience de la destination. Après un moment, dans la vie, on peut avoir des claques de la vie entre guillemets qui font qu'on s'éveille ou on se réveille et on décide de faire autrement. Et là, on commence à prendre conscience qu'on était embarqué dans quelque chose qui était une espèce de routine, une zone de confort, quelque chose qui était inconscient en nous et qui nous fait avancer. Alors on va voir ce que veut dire être coach mental, de quelle manière effectivement vous accompagnez ceux et celles. On va revenir également sur le titre qu'on a choisi pour cette émission, parce que le titre est fort. Il est impactant, maître ou esclave de ta réalité. C'est comme ça que vous avez souhaité intituler cette émission. Et puis on va revenir également sur cette phrase où j'ai dit d'ailleurs en avant-propos, vous écrivez la reprogrammation de l'identité profonde. Il y a la nécessité, parce que l'identité est notre personnalité, et l'être que nous sommes, c'est notre identité. Je suis une identité. C'est ce qu'on croit être. Y a-t-il la nécessité de la reprogrammer ? Ceux qui en émettent le besoin, oui. Ceux qui se sentent bloqués, oui. Mais ceux qui sont dans un état où ils se sentent très bien, ils n'ont pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit. C'est une question d'alignement en fait entre ce qu'on veut et là où on est actuellement. Donc après, si on change rien, on risque de errer un peu, et c'est pour ça de errer comme dans un bateau. Si on a un phare, on va dans une direction. Donc là, on a besoin des fois de reprogrammer, de se reconditionner pour aller dans ce sens-là, parce que naturellement, l'être humain, si on lui donne pas d'objectif, il aura tendance à se mettre dans un mode de confort, de survie, et du coup on n'avance pas. Vous avez un rêve, une ambition, un projet qui vous tient à cœur, mais il vous manque ce petit quelque chose pour le transformer en réalité. Vous manquez de confiance, de structure, de méthode. C'est que vous êtes en train de vivre un blocage. Ok, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Je vais vous aider à le lever, ce blocage. Ma conférence immersive sur le mindset est là pour ça. Transformer votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Peu importe le projet qui vous trotte dans la tête, vous repartirez avec un mental d'acier prêt à franchir toutes les étapes. C'est pour ça qu'on appelle ça
sera une conférence immersive. Vous découvrirez des stratégies éprouvées pour éliminer les doutes, gérer vos peurs et booster votre confiance. On parlera neurosciences appliquées à votre vie pour que vous deveniez une version plus forte, plus déterminée et beaucoup plus audacieuse de vous-même. Attention, les places sont limitées et se remplissent très rapidement. Si vous voulez vraiment vivre ce changement, réservez dès maintenant et assurez-vous de participer à cet événement qui pourrait peut-être être l'un des plus grands déclics de votre vie. Je passerai dans des villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes. Les premiers seront les plus chanceux. Je vais pas souvent en province, donc venez me voir, venez partager, on va échanger, bref, on va kiffer ensemble. J'ai hâte de vous rencontrer. Bon, on va voir comment. Hicham, ce qui est intéressant, alors coach mental, sur le titre que vous estampillez, vous dites alors coach mental, on a tout de suite tendance à faire un raccourci en disant alors ça s'adresse soit aux sportifs, donc compétition, soit aux chefs d'entreprise, chiffre d'affaires, développement, stratégie, marketing, etc. Et pas nécessairement à, moi je le dis avec beaucoup d'affection et de tendresse, à Madame Michu, qui est derrière son écran et qui regarde. Est-ce que ça s'adresse aussi à ces gens? Pour moi, ça s'adresse en fait à celui qui veut entreprendre et qui veut atteindre un objectif. Quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau. L'idée derrière ça, c'est là l'exemple que vous donnez qui est très bon. Par exemple, un athlète sportif, il a un objectif. L'objectif, c'est d'avoir sa médaille d'or ou de gagner sa compétition de foot. Il y a un objectif et c'est clairement identifié. Et après, on va travailler sur la performance. Comment on fait pour atteindre cet objectif-là? L'idée, c'est, moi, j'ai commencé, je faisais beaucoup plus de thérapie. Et je fais bien la distinction entre thérapie et coaching. L'idée derrière la thérapie, c'est que souvent, on va partir du postulat qu'il y a un mal-être. Et ce qu'on cherche, c'est à sortir de ce mal-être. Donc l'objectif, il est inconscient, c'est je veux aller mieux. Mais c'est pas réellement un objectif d'aller dans une direction. C'est juste je veux partir de cet endroit-là. Pour moi, ça c'est de la thérapie. Et dans cette thérapie-là, ce qu'il y a, c'est qu'une fois que la personne va mieux, c'est-à-dire qu'émotionnellement, elle se sent beaucoup plus stable et qu'elle ne retombe pas, entre guillemets, je schématise beaucoup avec un trou. L'idée, c'est que dans la vie, on peut avoir un trauma qui arrive et après, on reste traumatisé. Ça veut dire qu'on reste un peu dans ce trou-là. L'idée de la thérapie telle que je la pratiquais, c'était comment on fait pour sortir de ce trou. Et souvent, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas d'objectif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti du trou, on va mieux, mais c'est pas pour autant qu'il y a une direction. Donc le travail de la thérapie, c'est sortir d'un mal-être pour se sentir mieux. Le coaching, c'est on a une orientation qui est beaucoup plus dans une direction. Je veux atteindre quelque chose. S'il n'y a pas ce désir d'atteindre, il n'y a pas besoin de coaching. Mais dans les deux cas, il y a un objectif. Il y a un objectif. Il y en a un, c'est de partir d'un état, je veux plus ça, et l'autre, c'est je veux ça. Ceci dit, ceux qui suivent une thérapie peuvent se dire aussi je veux sortir de ça, mais c'est-à-dire que je ne veux plus ça, voilà. Mais je veux ça. Oui, et dans ce cas-là, il faut c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, ouais, c'est ça. Mais le coaching, il y a aussi une dimension thérapeutique. Bien sûr. En fait, c'est juste c'est vraiment l'idée derrière, c'est à qui ça s'adresse. Il y a des gens, ils savent automatiquement. J'accompagne des dirigeants, des entrepreneurs, des athlètes. Ils savent automatiquement ce qu'ils veulent. Donc, il y a pas à se poser la question. Un entrepreneur, il va dire, voilà, moi, je veux que ma boîte, elle tourne et que j'atteigne ce chiffre d'affaires. C'est clair. Un compétiteur, voilà, j'ai ça comme objectif. Le dirigeant, il peut te dire, moi, je veux que mes équipes, elles se fédèrent. C'est beaucoup plus clair, en fait. Quelqu'un qui est dans la thérapie, qui est dans un mal-être, par exemple, une rupture, une séparation, classique, l'idée c'est je veux aller mieux et je veux me sortir, je veux plus penser à elle ou à lui. On est beaucoup plus dans le passé. Donc on est beaucoup plus dans la mémoire et là, il faut aussi de la reprogrammation, c'est-à-dire qu'il faut diminuer la charge émotionnelle pour justement permettre à la personne d'avancer. Le but c'est d'avancer. Si on reste figé à un endroit, généralement c'est pas bon. Bon. Voyons un peu votre parcours parce que ça c'est quand même intéressant. On a le sentiment que vous n'étiez pas nécessairement prédestiné à être celui que vous êtes aujourd'hui. Plutôt cartésien, plutôt dans des études supérieures, ingénieur, dans les télécoms, ensuite. Ensuite, en fait, il y a une graine qui s'est posée en moi à un moment. C'est-à-dire que moi, effectivement, très cartésien, 1 + 1 = 2. Moi, les histoires de Jean-Claude Van Damme, je veux pas en entendre parler. Moi, je suis hyper fan de Jean-Claude Van Damme. Mais moi, j'en suis fan aujourd'hui. Le BioWare de Jean-Claude Van Damme, il est fantastique. Il était juste précurseur. Mais totalement. Et il n'était pas en phase avec l'époque. Mais complètement. Mais aujourd'hui,
Pour moi, lui tout seul, c'est un gourou. Mais c'est un philosophe. Ah, complètement. C'est un philosophe des temps modernes. Mais il est arrivé avant. Oui, complètement. Donc, j'allais dire la synchro, elle était pas nickel, mais pour moi, il est un juste précurseur. C'est un extraordinaire. précurseur. Non, mais bien sûr. Quand il dit fantastique. 1 plus 1 égale 11, je dis, le gars, c'est vrai que on se dit, il est perché. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un référentiel qui fait que on veut absolument que 1 plus 1 fasse 2 et on veut pas entendre 11 parce que ça me met dans un inconfort. On se dit, ce gars-là, il est ailleurs. Mais lui, ce qu'il dit, c'est, il faut sortir entre guillemets de cette matrice. Et il parle souvent de be aware et c'est exactement ça. Et aware, c'est vraiment cette prise de conscience. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, regardez, il y a plein de petites vidéos de Jean-Claude Van Damme où ils ont fait des best-of de ses réflexions et de ses commentaires et de sa philosophie de vie quand il parle des baleines aussi, qui est extraordinaire. Voilà, c'est incroyable. Alors, pourquoi est-ce qu'on parlait cartésien, de... Oui, on parlait de cartésien. Oui. Et donc très cartésien. Donc voilà. Et derrière ça, quand je devais avoir 17-18 ans, en colo, on était en groupe d'amis et en fait, il y avait un spectacle, une soirée, et il y avait un j'allais dire un hypnotiseur. Hypnotiseur, ouais. Et pas hypnothérapeute, parce qu'il fait pas de thérapie. Et de spectacle. Et du coup, on était en groupe, et le principe, c'est, il prend des gens dans la scène, du moins, et clac, il les fait tomber, boum. Moi, j'y crois pas à la base. Mais quand je vois que mes amis, ils reviennent, et je vois la pupille dilatée, et je lui dis, bon, arrête de faire semblant, c'est bon. Et que je vois qu'il me répond, de quoi tu me parles? Je me dis, mais il y a un truc qui est bizarre. On se connaît, je lui dis, c'est bon, arrête. Et en fait, il y avait vraiment quelque chose. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, quoi. Il me dit, il me répond pas, et pourtant je sens qu'il répond avec, il est vrai, quoi. Il est sincère. Et en fait, il me dit, non, en fait, je vois pas de quoi tu me parles. Et je me suis dit, waouh, il y a un truc qui est bizarre. Donc ça, c'est resté. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais parti sur scène, parce que je voulais absolument sur scène, le gars, il me dit non, c'est bon, c'est pas la peine, tu vois. Ouais. Et moi, je me dis, ok, donc il y a un truc qui est bizarre, il y a un truc que je comprends pas. Et comme je suis cartésien, j'ai besoin de comprendre pour avancer. Et mon moteur, c'est que si je comprends pas, j'ai du mal à avancer. Donc je continue mes études, mais en même temps, cette graine, elle est posée. Et je continue à m'alimenter jusqu'au moment où, jusqu'au jour, entre guillemets, où je me dis, bon, allez, je vais faire une école en psychothérapie, tiens, il y a de l'hypnose, et je me mets à fond dedans pour comprendre. Et là, je comprends qu'en fait, il y a un monde qui existe, mais qu'on ne voit pas. Ça fait... Subtil. Ouais. Et je me dis, pour quelqu'un de cartésien, c'est soit ça existe, ça existe pas. Et ça, vous l'acceptez? Par la force des choses. Parce que vous le comprenez? Ouais. Okay. Parce que je comprends en fait que on n'a pas la maîtrise de tout et que le niveau où on est arrivé ne permet pas d'expliquer tout. Et donc ça bouscule complètement vos fondamentaux. Exactement. Là, je commence à me dire, justement, pour revenir à la réalité, je comprends que chacun vit une réalité qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble, mais on est tous dans un monde différent. Et des fois, on se rencontre. Mais on est à des niveaux qui se superposent. Et là, je me dis, mais la réalité, c'est quoi, en vrai? Et alors du coup, ça part dans des trucs de philosophie, et c'est là où je me raccroche plus à de la philosophie, où les philosophes depuis la nuit des temps, eux, se posent cette question-là de ce qu'est la réalité, de le monde, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce qu'on fout là, etc. Et je tombe sur plein de philosophes, hein, et que ça soit du Rumi ou du Krishnamurti, qui sont très poussés dans ce domaine de qui je suis en vrai et qu'est-ce que je fais là, etc. Et je me dis, mais c'est fou, quoi. On est là tous à se dire, on se connaît, alors qu'en fait on se connaît pas. On dit que ça c'est vert, alors que peut-être c'est pas vert. C'est juste qu'on a donné un code et qu'on appelle tout ça vert. Et du coup, ça remet tout ça en cause. Et ça peut rendre fou, ça. Hein. En fait, on prend conscience. Mais ça veut dire qu'on peut d'abord tout relativiser, tout remettre en question. C'est ça. Ça fait peur au début. Ça peut faire peur. Parce que c'est abyssal quand même. Hein. C'est vertigineux. et quand j'en ai pris conscience, ouais. Donc j'avais fait aussi de la programmation neurolinguistique et tout PNL. Ça. Et à un moment, j'arrive sur l'examen et je vois l'enseignant et je lui dis mais c'est super dangereux en fait ça. Et je prends conscience en fait que c'est dangereux dans le sens où je me dis mais si c'est donné à la main de n'importe qui, on peut faire n'importe quoi. Et là, il a une réponse qui me dit, mais c'est comme un chirurgien où si tu lui donnes un scalpel, il peut te sauver la vie, comme s'il est mal intentionné, il peut te tuer. Mais c'est les choses de la vie qui sont comme ça. Donc après, ça fait penser un peu à
le grand pouvoir et des grandes responsabilités, et c'est vraiment ça. Et c'est le côté où, effectivement, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des gens qui font les choses bien, il y a des gens qui... Mais c'est d'abord lié à qui tu es, toi, vraiment. Si ton intention profonde, elle est de faire du mal, tu feras du mal. Si c'est de faire du bien, tu feras du bien. Donc après, c'est de choisir ton camp. Encore faut-il que tu t'adhères à la notion de bien et mal. Mais quand tu prends conscience de ça, tu te dis, ça veut dire que je peux, pour revenir à la programmation et déprogrammer, oui, c'est possible. Parce que il suffit à un moment d'avoir une prise de conscience, et c'est ce qui va te déprogrammer et reprogrammer instantanément. Et vous, entre la PNL et l'hypnose, vous avez eu cette prise de conscience? Oui, en fait, j'ai eu cette prise de conscience, me dire que ce que ça veut dire derrière, c'est que tu peux changer la trajectoire de vie, entre guillemets, du moins tu crois que tu peux la changer, parce qu'après il y a cette notion de destin, pas destin, mais il y a quand même ce libre arbitre où tu peux aiguiller les gens. Et moi, dans mon parcours, je reprends l'école, j'avais fait un bac+2, à l'époque ça s'appelait un DUT avant de faire une école d'ingénieur, et j'avais une prof qui m'a dit, et moi j'avais en tête que il fallait que je m'arrête, parce que dans ma famille, personne n'avait fait des études, et je me disais, il faut vite que je travaille, bac+2 ça suffit. Et elle me dit, non, il faut que tu continues, tu peux aller plus loin. Et en fait, cette intervention a changé ma trajectoire de vie. Donc je prends conscience aussi que tout le monde, dont moi, peut changer, entre guillemets, une trajectoire de vie. Si on arrive au bon moment, avec ces circonstances-là, ça peut te changer ta trajectoire de vie. Donc vous êtes un adepte du tout est écrit, certes, mais tout le monde a son libre arbitre pour influencer ce tout est écrit. Exactement. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment, l'image que j'aime bien prendre, c'est dans le monde, tout est déjà présent. Sauf que c'est dans une espèce c'est obscur. C'est-à-dire obscur dans le sens où c'est pas révélé encore. Et c'est comme s'il y avait des cartes, elles sont pas révélées, mais toutes les cartes sont là. Quand à un moment on te dit, j'ai créé ça, en fait, c'était ta destinée de le retourner et de le mettre dans la lumière. Mais tout est déjà là. Tu ne vas pas créer, en fait, tu vas révéler certaines choses. Mais tout est déjà créé. Et après, notre chemin, c'est justement d'aller dans cette réalité et de trouver son chemin et de voir que... Mais ce que j'allais dire, trouver sa place. Exactement. Comment vous allez trouver la vôtre? Est-ce que je l'ai trouvé? Je sais pas. En tout cas, ce que vous faites aujourd'hui résonne. Oui, voilà. Et vous permet d'être aligné. En tout cas, de faire cette... l'idée, c'est un peu cette énergie. D'alignement. J'allais dire, on le ressent. C'est-à-dire que plus on avance dans quelque chose qui nous monte en énergie, c'est un peu comme les sourciers qui se baladent en cherchant de l'eau. Et quand tu t'approches, du coup, on sent il y a quelque chose qui nous nourrit et qui nous consomme pas. Et plus on avance dans cette direction-là, et plus on sent qu'on est aligné. Mais ça veut dire remise en question totale de vos fondamentaux, de ce qu'on vous a appris en école d'ingénieur. Ah oui. Là, pour le coup, c'est pas du Vandame, quoi. C'est du 1 + 1 = 2. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous bifurquez? L'idée, c'est, je me suis pas mis à bifurquer. J'ai fait en parallèle parce que je pense pas que il faut que ça résonne à chacun. Il y a des personnes qui vont couper et passer de l'autre côté, d'autres qui vont faire parallèle, d'autres qui vont faire qui vont pas aller là-dedans, d'autres qui vont. Et en fait, c'est de se trouver. Et moi, ce que je voulais, c'était aller à mon rythme. Donc du coup, j'ai pas fait une rupture en disant j'ai pas j'allais dire, souvent on entend il m'est arrivé ça et boum, j'ai basculé. Il y a une cassure. Et je bifurque tout de suite et je prends un virage à 180 degrés. Exactement. Et vous avez pas fait ça? Non. Parce que vous conseillez ça ou pas? Non. Je conseille. La question, elle est bonne parce que je conseille ce qui est en phase avec la personne. C'est-à-dire que il y a des gens, pour eux, ils sont à full dans l'objectif et en fait, si ils contrôlent pas toute leur énergie dans un endroit, ils vont se disperser. T'en as d'autres, ça marche très bien, ils ont besoin de sécurité. Ça dépend vraiment, c'est propre à chacun. Donc il y a pas de règle en soi. Mais là aussi, il y a des grandes théories. On entend souvent, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat ou du développement personnel, on entend souvent des gens dire il faut être focus. Donc être focus, ça veut bien dire être sur un objectif et pas nécessairement y aller doucement, en parallèle, avec d'autres activités à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc être focus, c'est pas toujours une bonne chose. Être focus quand je sais ce que je veux, oui. Ouais. Mais quand je sais pas, c'est d'aller dans n'importe quelle direction. C'est dangereux en fait d'être focus si je sais pas
qui je suis et où je veux aller. Mais si je sais où je veux aller, là, je peux être focus, c'est bon. Mais si je sais pas et que j'ai des doutes, ou que je sais que ça ne va pas. En tout cas, je sais que la vie que j'ai aujourd'hui, voilà, ne me correspond pas, oui, ou ne me remplit pas. Et donc, effectivement, je dois changer quelque chose. Voilà, il y a quelque chose à changer. Mais après, se dire, ça me va pas, le job ne me va pas, je plaque tout et je pars en Australie et je redémarre une vie. Ouais. Si le tempérament de la personne fait qu'il est aventurier, ouais. Mais si c'est quelqu'un qui est plutôt qui relativise beaucoup et qui a besoin de temps, prends le temps. Il y a pas d'obligation en fait. Il y a pas de règle. Après, effectivement, je rejoins l'idée du focus. Au bout d'un moment, quand on a fait une sélection, il faut condenser un maximum d'énergie pour aller dans ce truc. Mais il faut d'abord clarifier cet objectif, parce que sinon, on avance, on a l'impression d'aller. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Donc, c'est des gens qui vont voir une technique, parce que pour moi, il y a deux parallèles. Il y a les fondamentaux, qui est la stabilité, et les techniques. C'est-à-dire que il y a des techniques. Aujourd'hui, je prends le monde on va dire par exemple d'internet, où quand on fait des vidéos, il faut faire un format, le Reels, il y a une accroche et tout. Il y a des techniques. Ok, ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas perdurer dans le temps. Les techniques ont tendance de changer. J'ai des personnes qui me disent, aujourd'hui, c'est la crypto, à fond la crypto. Demain, on m'a dit, le coaching, ça marche, à fond le coaching. Demain, on m'a dit, j'en sais rien, il faut aller faire planter des champignons en Alsace. Je fais ça parce que... Et ils sont focus pourtant. Mais ils savent pas où ils veulent aller. Ils ont pas clairement identifié leur objectif. Donc, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent juste gagner de l'argent et se dire je veux être dans la lumière, mais. Et alors, c'est quoi le syndrome de l'objet brillant ? Syndrome de l'objet brillant, c'est dès qu'il y a un objet brillant, j'y vais. Mais c'est-à-dire que j'ai pas ma propre boussole. La boussole, elle est externe. Donc ça veut dire que si je vois quelque chose qui marche, et c'est pour ça que ça fait des gros dégâts aujourd'hui. J'allais dire, il y a pas mal de gens qui vont se lancer dans la crypto parce que ils entendent que le Bitcoin il a dépassé les 100 000. Il faut tous y aller. J'ai envie de dire, il a dépassé les 100 000. Mais ceux qui se font vraiment de l'argent, ils ont misé quand il valait 10 000 ou 3 000. Mais mais après, ça veut pas dire qu'il va pas arriver à 1 million. J'en sais rien. Mais qu'est-ce qui m'attire quand j'entends ça ? Est-ce que c'est le fait de faire beaucoup d'argent rapidement ? Mais beaucoup d'argent rapidement, ça n'existe pas. La grosse difficulté, du coup, là, c'est de se dire, et c'est sans doute l'avantage de votre accompagnement, c'est de se dire, vous dites, qu'est-ce qui résonne en moi à ce moment-là ? Est-ce que c'est une résonance, j'allais dire, viscérale, ou est-ce que c'est une résonance mentale ? Parce qu'on se retrouve dans des situations où on a un mal-être, on se sent pas bien, on a besoin de se raccrocher un peu à tout et n'importe quoi, et le premier truc dans ce syndrome de l'objet brillant, c'est de se dire je cherche une bouffée d'oxygène, une bouée, et je vais me raccrocher à ça. C'est là où ça peut être dangereux. C'est dangereux parce que l'image est bonne, parce que la bouée, je la cherche si je suis en train de me noyer. Sinon, j'ai pas besoin de bouée en soi. Si je sais nager et que je sais où je veux aller, la bouée, c'est pas forcément ce que je cherche en premier. Mais si je suis... Pourquoi je dis ça ? Ça veut dire de l'endroit où part ma réflexion, c'est déjà le point de départ. C'est la source, en fait. Si cet endroit-là, il est dans un état où je suis calme, serein, j'ai pas forcément ce besoin absolu d'aller chercher des choses à l'extérieur. Si mon état intérieur, il est bien, je peux choisir, en fait, consciemment. Mais si mon état intérieur, il est catastrophique... Mouvementé en désordre, je vais attraper le problème. Mais en vrai, qui attrape ? C'est une partie inconsciente qui veut de la survie, en fait. Donc c'est pas un choix conscient. Si c'est pas un choix conscient, c'est dangereux. Et ce qui va se passer, c'est que c'est un peu comme des personnes qui gagnent au loto. On joue, je gagne 100 millions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà la Française des Jeux leur met à disposition des psychologues. Psychologues, bien sûr. Pourquoi ? Parce que en fait, on n'est pas prêt à ce changement d'identité, c'est-à-dire que je passe de quelqu'un standard à quelqu'un qui peut typiquement du jour au lendemain acheter tout l'immeuble dans lequel j'habite. C'est pas la même chose. Mais ce qui se passe, c'est que j'arrive à un niveau trop rapidement, mais mon identité n'a pas changé. Donc, je pars de quelqu'un qui est là, qui va arriver à ce niveau-là, mais mon état d'esprit est celui d'ici. Donc, ça veut dire que je vais avoir tendance à revenir ici. Donc, ce qui se passe, malheureusement, pour certains, c'est qu'ils dilapident l'argent. Parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut être gestionnaire,
il faut avoir une relation à l'argent qui est différente que du niveau où j'étais avant. Mais tout ça, ça se fait normalement, graduellement. Et quand j'arrive à ce niveau qui est tout en haut, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, parce que je vois les petites miniatures et tout, et ça me fait penser à ça. Et la vie, c'est un peu des jeux vidéo, donc il y a des levels. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fin de level, il y a un boss. Et il faut se battre contre ce boss pour passer au niveau supérieur. Mais quand je passe 50 niveaux d'un coup, bah, le boss tout là-haut, il est costaud. Et peut-être que moi, tout en bas, je suis pas encore prêt. Donc, ce qui fait que si on devient riche inconsciemment, c'est très difficile de le maintenir. Alors que si je gravis les échelons, c'est beaucoup plus stable parce que je sais qui je suis et à chaque fois, j'ai dans mon personnage, j'ai des compétences qui viennent naturellement et c'est ok. Mais si ça va trop vite, ce que je vais faire, c'est que je vais déléguer à des gens parce que je sais pas gérer. Mon argent, je vais déléguer à quelqu'un qui va savoir le gérer. Mon premier réflexe, c'est la notion de clan, c'est que je vais me dire, à qui je vais filer ça? Tiens, il y a mon beau-frère, il sait faire. Sauf que mon beau-frère, en fait, il sait faire à son niveau. Et malheureusement, ça se termine mal. Et c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de cas dans ces situations-là. D'ailleurs, tiens, juste par rapport à la Française des Jeux, enfin tous ces gens qui se retrouvent millionnaires du jour au lendemain, est-ce qu'il y a est-ce qu'on fait appel à des coachs et notamment du coaching mental ou des choses comme ça? Je saurais pas répondre, mais je pense que c'est de la psychologie. C'est plutôt des psychologues à qui on fait appel. Psychologue, ouais. Pour travailler peut-être un peu plus. Je saurais pas dire, mais je pense qu'on les accompagne dans le sens où il y a un vrai shift. Et ça veut dire que, et je pense que, et j'avais vu aussi d'ailleurs que les premières personnes qui appellent, c'est souvent les associations. Mais si je gagne 100 millions, je me dis bon, je peux donner, j'ai pas de problème. Mais s'il y a 100 associations qui me demandent chacune 1 million, ça va vite. Donc après, j'ai un problème, c'est que comment je fais pour dire non? Bien sûr. Non, mais c'est bouleversant. On peut vriller. Hein. Ah, mais on vrille. Parce que la réalité a changé. Mais, c'est-à-dire que ma réalité change parce qu'on me donne des attributs, on me dit, avec cet argent-là, tu passes dans la réalité plus 38, mais sauf que mon mental, il est toujours resté à plus 2, quoi. Donc, donc il y a un décalage entre ma réalité et la réalité, et ce qu'on attend de moi. Et je suis pas prêt. Alors, il y a dans le développement personnel, avec cette dimension aussi parfois spirituelle, il y a énormément le coaching et tout le monde est coach. C'est ça. Tout le monde est coach de quelque chose, tout le monde est voilà. C'est pour ça que je suis à la fois très intéressé et surpris de recevoir quelqu'un avec le titre de coach, parce que je me dis mais est-ce que vous avez conscience du titre de coach, à quel point ce mot est galvaudé? Ouais. C'est une très bonne question parce que et je le vois à chaque fois que je dis coach. On sent qu'il y a un préjugé qui démarre automatiquement. Et le préjugé, pardon, mais c'est aussi de se dire, si tu as besoin d'aller voir un coach, c'est que t'es pas bien. C'est que t'es pas bien. Ah, en revanche, si tu as besoin d'aller voir un thérapeute, on comprend mieux. Oui. Mais le coach, il y a un petit côté péjoratif de celui qui fait appel à un coach. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Mais je pense que c'est aussi une notion de, comme on disait avec Jean-Claude Van Damme, il y a un décalage dans le temps. C'est-à-dire que le thérapeute ou le psy, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, quand on allait voir un psy, c'était parce qu'on était fou, quoi. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Le coaching, alors ça vient essentiellement, j'allais dire, des États-Unis. Hein, c'est quelque chose ils sont assez précurseurs là-dessus. Des fois, quand le fait de dire coach ne résonne pas pareil dans l'oreille de celui qui l'entend. Celui qui a vraiment besoin, il va voir l'utilité du coach. C'est-à-dire que si je vais aujourd'hui, je vais dans une salle de sport, avoir un coach, c'est pas anormal. Maintenant, se dire mais mentalement j'ai besoin d'un coach. Moi, la crainte souvent, c'est les gens se disent alors si jamais on rajoute de l'hypnose, etc. Il va rentrer dans mon cerveau, il va faire des trucs bizarres, et à la fin je vais être complètement déréglé. C'est vrai. C'est la crainte. C'est l'image qu'on en a. Hein. Ah c'est clair. Et le lâcher prise pour le coup qu'on nous rabâche à longueur de temps, là il va être compliqué. Oui. Et c'est vrai que moi, mais une fois que je discute avec la personne et qu'elle voit son intérêt et qu'elle sent les choses, elle comprend. Mais c'est pour ça que le coaching, c'est très difficile parce que avant de parler avec la personne, faut se battre avec tous les préjugés qu'il y a. Mais le seul moyen de combattre, c'est l'expérience, en fait. Et après, c'est aussi la notoriété qui fait qu'au bout d'un moment, les gens, si c'est un tel qui me dit, viens parce que je le connais, appelle-le, il va t'aider, ça va beaucoup plus facilement.
Alors, quelle est votre méthode? Est-ce que vous avez une spécificité? Est-ce que vous avez quelque chose, un accompagnement, une originalité, une personnalité dans votre façon de faire qui dénote un peu et qui pourrait susciter un intérêt particulier pour ceux qui nous regardent? Alors, moi, c'est très difficile de parler que moi, je parle de moi. Sauf que vous êtes là pour ça. Voilà. Donc c'est souvent les clients en fait qui parlent de moi. Okay. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est plutôt ce côté où déjà il y a la présence en fait. C'est-à-dire que quand généralement je suis en séance de coaching, il y a un apaisement qui se fait naturellement. Ok. Et derrière ça, avec l'empathie que j'ai, c'est de comprendre assez facilement et de mettre des mots sur les nœuds que peuvent avoir les gens et de pouvoir clarifier assez facilement. Moi, je le fais de manière intuitive. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que j'ai du mal avec le fait d'être associé à un outil. Ça, c'est un problème que j'ai. C'est-à-dire que souvent, les gens, je vais faire dans une conférence, par exemple, je vais utiliser de l'hypnose pour montrer, par exemple, que on peut passer d'un état A à un état B sous hypnose, et les gens vont automatiquement m'étiqueter il fait que de l'hypnose. Dans un autre domaine, je vais et ce problème-là fait que les gens ne font pas la distinction entre l'outil et l'inconscient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de parler avec l'inconscient de la personne et de dire, voilà, le monde tel que tu le vois, tu l'as exploré dans cet endroit-là, mais t'as pas exploré ça. Je prends un cas typique. J'ai un dirigeant qui doit communiquer avec ses équipes et tout ça, sauf qu'il communique souvent, on va dire, pour simplifier, avec de la colère et tout ça. Et il me dit, et je lui dis, on en arrive où il faudrait communiquer différemment. Et lui, il va rester ancré dans sa position en disant, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, l'idée, c'est comme si on avait un piano. Il y a plusieurs touches. Et les gens ont tendance à pianoter toujours au même endroit. Et je leur dis, mais il y a d'autres gammes, en fait, on peut aller là-bas. Et il me dit, oui, mais c'est pas moi. Je dis, mais c'est pas question d'être moi, pas moi. C'est le piano. Le piano, c'est toi. Donc après, c'est à toi de voir. Tu as toute cette palette, mais toi, tu t'obstines à rester là. Donc ça veut dire que des fois, quand tu dois communiquer, tu peux accélérer, tu peux avoir une tonalité. Il y a énormément de choses à faire. Mais eux se cantonnent à ça parce qu'ils sont attachés émotionnellement quelque part. Ils ont créé leur identité sur ces quelques touches. Et quand on leur demande d'aller ailleurs, ils disent non, c'est pas possible. Et tout le travail, justement, c'est d'expliquer aux gens, en fait, il y a plein de touches, il y a plein de gammes, il y a plein de symphonies, et t'es pas obligé à chaque fois de rester là. Tu peux aller là, varier ta voix, monter, descendre. Donc, la problématique de chacun, moi, comment je fonctionne, c'est, je regarde la personne dans quelle identité elle s'est construite, et en fait, ça devient sa carapace. Et l'idée, après, c'est de dire, voilà, quels sont les mécanismes inconscients que tu as mis en place, les fameuses rails que tu as mis pour ton train. Donc là, tu as pris une destination. Si tu changes pas, tu as des chances d'arriver là. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Il va me dire, non, moi, ce que je voudrais, c'est arriver là. Donc, si tu veux arriver là, il va falloir changer des choses. Et ce que je dis souvent, c'est que je donne pas de travail à faire. Je travaille plutôt sur ce que tu dois arrêter de faire. Ce qui est plus dur que de faire des nouvelles choses et partir. Arrêter, c'est très difficile. Arrêter un mécanisme. Et pour arrêter un mécanisme, il faut déjà visualiser, se projeter déjà à destination. J'allais dire d'incarner un peu le personnage qu'on a en destination et prendre les décisions comme si on était déjà cette personne pour pouvoir les appliquer maintenant. Mais déjà, arrêter un mécanisme, ça veut dire le reconnaître. C'est ça. Et ça revient par la phase 1 qui est la prise de conscience. Mais prendre conscience de son mécanisme, c'est déjà une belle avancée. Et ensuite, c'est de vouloir. Donc là, on a besoin de désir parce qu'il faut. Pourquoi vouloir, c'est important? Le désir, c'est important parce que c'est le désir qui nous fait avancer. Si j'ai pas de désir, j'avance pas. Et alors celui qui fait appel à vous, mais qui a du mal à reconnaître l'analyse que vous avez fait de son mécanisme inconscient. Alors soit la personne est dans un déni, ce qui peut arriver, et ce que je comprends, parce que tout être ça humain... remet en question beaucoup de choses, du coup, de sa vie. Oui. Le fait de reconnaître ça et de se dire, ah ouais, effectivement, ouais, je suis comme ça, ouais, effectivement. Mais l'avantage, c'est que si on a conscience, c'est vrai que moi, je vais me dire, je sais, le cycle, pour qui que ce soit, c'est toujours le même. Quand on apporte une information qui sort de la zone, qui est waouh, la première truc, c'est non, c'est pas possible. Parce que on fait cette vallée en fait du deuil en fait, parce qu'il y a une séparation et c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a
il y a une psychologue qui explique très bien en fait cette vallée qui passe par le déni, la colère, la tristesse, en gros l'acceptation. Bref. Et l'idée c'est comment on se détache de cette émotion. Quand je vais apporter quelque chose de nouveau et que la personne n'en a pas conscience, ça va dire non, c'est instinctif. Mais le fait de le savoir, en fait, je sais où elle est en fait dans la courbe. Donc je le prends pas personnellement. Je me dis bon bah voilà, ok. Donc ça veut dire que des fois ça passe par un déni, donc il faut juste du temps. Et après ça revient. Et donc vous ça analysez l'endroit où elle est dans cette vallée. Exactement. Psychologique, ouais. émotionnelle. Jusqu'à l'acceptation. Jusqu'à l'acceptation. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien travailler, envisager et focusser, si je puis dire, s'il n'y a pas cette phase d'acceptation. Non, c'est très difficile parce que la personne, alors, je vais pas attendre qu'elle arrive dans l'acceptation, je vais déjà voir si elle a le désir d'y aller. Parce que il y a des gens qui sont fermés et qui vont me dire, bah non, ça m'intéresse pas. Sauf que tous les gens qui font appel à vous ont déjà ce désir. Normalement, oui. Par Sauf définition. que après, il y a des sacrifices à faire. Eh oui. Et après, c'est en fonction du sacrifice. Quand je dis sacrifice, c'est quoi un sacrifice? C'est abandonner quelque chose ou arrêter de faire quelque chose. Et pour certaines personnes, l'enjeu est trop élevé émotionnellement quelque part. Et ils se disent, ah, ouais, ça va. Et là, l'idée, bah, c'est de rassurer, d'expliquer que ça va pas se jouer du jour au lendemain. Et c'est de montrer que ce sacrifice emmène quelque chose de plus grand derrière. Alors, il y a moi, je suis toujours très intéressé par ça, et Dieu sait, on a fait plus de 800 émissions et j'ai entendu des discours, et parfois, tout est son opposé. Oui. Et notamment dans le développement personnel. Ah, surtout dans le développement personnel. Et je reçois des gens qui me disent, mais attendez, on n'a pas besoin de changer. Je suis comme je suis. J'évolue comme j'ai envie d'évoluer, et j'ai le droit d'avoir mes parts d'ombre, et j'ai le droit d'avoir mes parts belles, lumineuses. Mais voilà, je suis cet être-là, et je n'ai pas à m'adapter en fonction d'eux. Je suis comme je suis. Ouais. Donc ça remet en question un petit peu. Oui et non, parce votre accompagnement. S'il est bien comme ça et que son objectif c'est de rester comme ça me va. Si son objectif c'est de rester comme ça. Ah, c'est-à-dire qu'il peut pas avoir cet objectif-là et faire un focus sur un autre développement qui impose un changement. Son objectif, c'est d'être qui il est et de rester comme il est. C'est à peu près ça. Ouais. Et moi, j'ai toujours la question, c'est est-ce que tu sais qui tu es? Pour dire ça. Parce que dire, oui, moi, je suis comme ça. Ah, ok, je suis. C'est qui je? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que, moi, je suis d'accord avec ça. Je suis, ok. Mais est-ce que tu es sûr de toi? Que tu es cette personne que tu es en train de définir là, et que cette personne ne va pas bouger. Après comment répondre à cette question? Bah, tu peux pas répondre à cette question. Il te faut une vie pour savoir qui tu es. Donc ça règle. Après, si on me dit oui, mais moi je suis très bien comme ça et je veux rester là et j'ai pas envie d'avancer ou j'ai envie d'aller à mon rythme. Non. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, les gens disent moi je suis comme ça et comme je suis un chef d'entreprise, bon ben voilà, on s'adapte à ce que je suis, parce que ce n'est pas à moi de changer l'être que je suis. Ouais, mais parce il y a pas de changement derrière. Mais après, c'est ses croyances en fait. Du coup, c'est surtout ça que je vois. Et mais après, je force personne à changer. Bien sûr, bien sûr. Donc après, si la personne, son objectif, c'est de rester qui elle est et qu'elle l'atteint, moi j'ai aucun problème. J'ai pas de problème avec les gens. Tout est. En fait, le monde, il y a de tout dans le monde. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, avec Internet, on le voit encore plus, il y a tout sur Internet, et plus je vais chercher quelque chose, plus je vais trouver ce que je cherche, parce que je me focalise dessus, et il y a cette notion de biais de confirmation, où plus j'achète une Twingo, je vois des Twingo partout, donc, et après, le monde, bon voilà, il y a pas que Hicham, il y a plein de gens, et c'est ok. Ouais, je veux pas, il n'y a pas de truc universel où oui, il n'y a pas de magie. Non. Alors, du coup, quand vous parliez de l'hypnose et de la PNL, ce sont des outils que vous utilisez? Oui. Dans l'accompagnement? Ouais. La PNL, souvent, pour le questionnement, je trouve que c'est des techniques de questionnement qui sont assez profondes. Donc ça, c'est très bien. Et l'hypnose, ça dépend de la personne, en fait, c'est toujours pareil. Après, j'ai fait... en fait, moi, je suis très curieux de psychologie. Donc là, je parle d'hypnose, PNL, mais après, on peut parler aussi j'allais dire de philosophie, un peu comme la CNV, la communication non violente. Il peut y avoir de l'analyse transactionnelle. Moi, je cherche tout. En fait, j'ai un peu ce côté cartésien qui fait, ah tiens, une nouvelle technique. Et je me dis, qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle technique? Et ce que je remarque souvent, c'est qu'on va toujours au même endroit. C'est une paix intérieure.
Et après, c'est quelle porte on cherche à ouvrir en fonction de la personne qui est en face de moi. Il y a des gens qui vont être réfractaires à l'hypnose, j'ai pas de problème. Ça reste un outil. Il y a des gens qui vont me dire ça. Mais c'est juste de comprendre qui j'ai en face de moi et de lui apporter la solution à travers les outils que je peux avoir. Alors, 2 questions. Est-ce que quand vous vous rasez le matin et que vous vous regardez dans la glace, vous n'avez pas nécessairement envie d'être président de la République, mais est-ce que vous savez qui vous êtes? Qui est la personne qui est en face de vous? À l'heure actuelle, en fait, ce qui se passe, c'est une bonne question parce que tous les matins, je m'en rase pas, donc je sais pas qui suis. Non, l'idée c'est, je pars du principe que tout est en mouvance. Donc, je sais que j'ai Hicham le matin quand je me rase, etc. Je me dis voilà où j'en suis et je me pose surtout la question, c'est où je veux être et qui je veux être. Ça, c'est plus important pour moi. Parce que ça me drive pour avancer. Sinon, je me dis, bah, ok, c'est de faire un bilan. Mais, and so what? Une fois qu'il y a le bilan, mais après, si le contentement, c'est quelque chose qui me fait du bien, oui, des fois, c'est bien de dire, voilà ce que j'ai fait. Mais l'idée derrière moi, c'est pas qui je suis, c'est qui je veux être. J'essaie toujours d'avancer dans une direction. Et qui vous voulez être, alors? Je veux être quelqu'un qui peut impacter les gens. Et justement, comme on disait avec cette histoire de pouvoir, entre guillemets, aiguiller, guider les gens dans une direction lorsqu'ils se sentent bloqués. Et moi, j'ai un profond besoin d'aider, en fait, et de servir et d'être utile à ça. Et c'est comme ça. Et après, mon cheminement fait que j'avance au fur et à mesure. Et de celui qui était ingénieur et qui voulait construire pour aider les gens. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est de comprendre le cerveau des gens et de leur dire, tiens, ça c'est bloqué. On peut débloquer et tu peux avancer et après fais ta vie, quoi. Et est-ce que vous savez d'où vient ce désir et cette envie et cette volonté d'aider? Je pense que c'est profondément chez moi la notion d'être bloqué, d'être je déteste être bloqué ou d'être dans un endroit où j'arrive pas à avancer. Donc pour moi, je vais très vite me mettre par empathie dans la peau de quelqu'un qui se sent bloqué. Et l'idée, c'est que lui a sa carte du monde. Si je viens avec ma carte du monde, des fois, on peut se dire, tiens, t'as regardé ce côté-là, mais on étudie ce côté-là et ça débloque. Et après, la récompense, c'est d'être débloqué pour moi. Donc, il y a vraiment cette notion. Et pourquoi on est bloqué? Parce que des fois, on est dans une réalité qui n'est pas celle qu'on voudrait, en fait. Et avec nos croyances limitantes, etc., et nos valeurs, parce que les valeurs, c'est aussi des valeurs, elles peuvent te bloquer aussi. Dans le sens où moi j'ai fait le vœu de fidélité, donc je me suis engagé, je vais jusqu'au bout. Mais tu t'es engagé avec une personne, mais derrière est-ce que ça veut dire que la personne, quoi qu'elle fasse, tu restes engagé? Il y a des personnes qui disent oui parce que c'est mon engagement. Et donc ça peut être dangereux pour la personne. Donc c'est de se dire, on s'est verrouillé dans une identité. Qu'est-ce que je dois... Il y a un moment, cette identité, est-ce qu'elle me correspond toujours ou est-ce que je veux évoluer vers quelque chose de plus grand? L'idée, c'est vraiment je pars dans un autre truc, il y a quelque chose qui est... on parle souvent de manifestation. L'idée, il y a plein de choses qui existent, mais nous, le but, c'est de concrétiser un peu dans le monde réel. Voilà, je vois le téléphone, le gars qui a pensé au téléphone, l'idée c'était de faire communiquer des gens et il a pensé ça et il l'a matérialisé à un moment. Mais au départ, c'est parti de son esprit. Et on cherche tous à concrétiser quelque chose en disant voilà, j'ai réalisé dans le monde quelque chose. Donc ça, c'est un profond désir. Et du coup, lui, il est dans cette identité de je suis l'inventeur. Mais chacun a une identité. Après, est-ce qu'on en est conscient ou pas, c'est encore autre chose. Alors, il y a ce travail que vous faites. Et, concrètement, est-ce que vous avez un exemple, une histoire de quelqu'un que vous avez accompagné avec un avant-après voilà, quelqu'un qui part avec un petit boulet au pied peut-être, ou en tout cas avec quelques pierres dans le sac à dos, et qui, suite à votre accompagnement, il y a une belle évolution de ce avant-après. Vous avez un exemple? Il y a, j'en ai. Après, c'est toujours marrant quand je termine une séance, je fais juste une aparté. C'est comme s'il y avait un tiroir qui se ferme chez moi et du coup je passe à autre chose. C'est-à-dire que j'ai pas spontanément des choses qui remontent, mais là du coup je me suis dit bon il faut que j'en prépare une au cas où. mais l'idée derrière c'est quelqu'un qui a une entreprise en fait et qui à un moment doit
on va dire qu'il doit avoir une expansion. Et derrière ça, il doit se mettre en lumière et passer devant la caméra, etc. Et systématiquement, passer devant la caméra ou passer devant un objectif ou se mettre en représentation, c'est difficile. Bon, jusqu'à là, donc on discute. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi il reste bloqué sur ce piano, pourquoi il reste là. Et il se dit, voilà, passer devant une caméra, c'est pas si grave que ça, mais pourquoi il y met autant d'importance? Et en allant détricoter un peu tout ça, on va forcément chercher un peu dans le passé ce qui a pu le conditionner, c'est-à-dire lui mettre cette carapace. En fait, il me raconte que son père avait une boutique et son père n'est plus. Donc et son père lui avait dit quand il était petit, toi tu touches pas à la caisse et tu te mets jamais devant les clients, tu restes derrière. Une petite graine qui fait que, alors lui il est complètement passé à autre chose. Il grandit, il développe le business parce qu'il a toujours été dans le business, donc il développe. Mais systématiquement quand il veut passer devant la caméra ou passer devant le public, en fait ça marche pas. Mais il le sait pas. C'est-à-dire que inconsciemment il est bloqué. Donc il a beau avoir cette volonté de dire moi je veux, mais inconsciemment il n'y arrive pas. Et tout le travail justement, c'est de faire prendre conscience qu'il y a une graine qui a été posée et lui dire voilà, il y a cette petite phrase qui a germé et qui fait qu'aujourd'hui ça devient une barrière. Et dès quel que soit l'environnement, parler à un client, se développer encore plus, pour lui c'est pas possible parce qu'il ne peut pas passer cette barrière qui est cette phrase de reste derrière, tu te mets pas devant les clients, sûrement parce qu'il était trop petit à l'époque et qu'il était pas capable. Mais c'est resté pour lui en disant je suis pas capable. Engrammé dans son subconscient. Exactement. Donc cette graine et tout le travail, ça va être de déprogrammer ça et de le reprogrammer pour qu'il puisse justement se libérer de cette contrainte-là. Et de se libérer de cette contrainte-là fait que ce qui c'est intéressant, c'est que c'est pas juste on se dit voilà, tu sais, ta croyance c'est ça, change. Non, c'est plus profond que ça parce que son père lui a dit de pas faire ça et on a forcément un attachement avec les parents. Bien sûr. Et ça veut dire que je romps la promesse que j'ai faite à mon père qui n'est plus là. Comment je fais pour m'en sortir? Donc c'est tout ce travail-là aussi qui va être là pour casser cette chaîne entre guillemets et dire et de travailler avec la reprogrammation et avec des séances, etc. pour le libérer en fait de cette croyance qui fait que après il ne voit plus comme quelque chose qu'il fait parce que il n'a pas le droit. En fait c'est juste cette interprétation et cette perception qu'il faut changer et faire comprendre que et lui donner beaucoup plus d'informations pour qu'il ait aujourd'hui en tant qu'adulte comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Et tout ça fait un effet domino à qui je suis maintenant et ça change sa perception de la réalité. Ça veut dire que dans votre dimension de coaching, les informations du transgénérationnel, c'est essentiel. Alors oui, tout à fait. En fait, l'idée c'est l'histoire à la transgénérationnelle. Je vais pas dans les vies antérieures parce que je sais qu'il y a des gens qui vont. Moi, je m'arrête à la vie. Oui, déjà celle-là qui a déjà pas assez de problèmes. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je m'arrête là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est où est la petite graine et qu'est-ce qui fait que ça l'empêche d'aller dans cette direction-là. Parce que, et comme je disais tout à l'heure, c'est que le passé va façonner son futur, en fait, s'il ne bouge pas. Donc, pour avancer, pour programmer son passé, son futur, je dois déprogrammer le passé. Et ça veut dire que mon futur est déjà programmé. Mon futur, là, je fais du Van-Damme. Mon futur, c'est le passé. Si j'y touche pas. Donc du coup, je suis en boucle. Donc si je veux que mon futur change, je dois changer mon passé et le vivre au présent. Et seulement là m'ouvre une porte qui est d'un nouveau futur. Sinon, on est toujours dans le même cycle. C'est-à-dire que je suis en train... La mémoire, c'est simple. En vrai, on a l'impression on avance dans le futur, mais on avance dans notre image du passé. Et ce qui fait que je vis là avec ce que j'ai en mémoire, et je vais dire 98% de ce que je fais, c'est parce que c'est engrammé, c'est programmé dans ma mémoire. Donc en fait, je ne fais que alimenter mon passé constamment. Donc ça veut dire que mon futur, c'est déjà mon passé, si je change rien. Donc les rails du train, en fait, on sait où tu vas aller. Maintenant, si je veux avoir une ouverture, il faut que je change la perception de mon passé pour avoir une opportunité d'un nouveau futur. Sinon, je peux pas. Donc je dois travailler mon passé pour avoir un nouveau futur. Hicham est be aware. Très clairement, Hicham est be aware. Qu'est-ce qui est le plus facile entre
coacher quelqu'un, notamment un chef d'entreprise ou un sportif de haut niveau qui a un focus sur un objectif bien défini, ou une personne dont il est nécessaire d'avoir une prise de conscience et un changement de vie? Les deux, pour moi, c'est un peu la même chose, dans le sens où il faut, quoi qu'il arrive, en fait, le principe est toujours pareil pour moi. C'est de savoir dans quelle peau tu t'es installé, quel est ton objectif et qui tu dois être pour atteindre cet objectif-là. Donc là, il faut qu'on enlève ça, la veste, on enlève, et puis on te dit, bah voilà les habits que tu dois avoir, et maintenant tu dois penser, acter comme si tu étais cette personne-là pour changer les choses au fur et à mesure. S'il y a besoin d'aller dans le passé, parce que il y a des croyances limitantes, les croyances limitantes, elles sont forcément liées au passé. De toute façon, donc il va y avoir un travail sur les croyances limitantes, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir cette visualisation. Donc ça veut dire que la prise de conscience, elle est nécessaire, et pour moi, c'est l'étape numéro 1. Le dirigeant, lui, qui a un objectif, il a son objectif conscient, et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que son objectif inconscient, il est aligné avec son objectif conscient. Et tout le travail, c'est de réconcilier les deux. Parce que je donne l'exemple de quelqu'un qui se dit, qui dit par exemple, bah voilà, je veux atteindre cet objectif-là, mais qui ne voit pas les conséquences de si j'atteins cet objectif-là, bah peut-être que j'aurai plus de vie de famille, peut-être que j'aurai plus le temps de faire ce que j'ai envie, et malgré tout, lorsqu'il avance dans cette direction-là, il revient systématiquement au point de départ, parce que pour lui, ça, c'est important plus que l'objectif conscient qu'il a énoncé. Donc, l'objectif inconscient est plus important que l'objectif conscient que j'ai. C'est OK? Non, mais je trouve ça passionnant, et en même temps, quand on fait appel à quelqu'un comme vous, inévitablement, il faut s'attendre à ce que ça bouge un peu. Oui. Le but, c'est ça. C'est que ça remue quand même. Oui. Mais quand on dit remue, on se dit, waouh, ça va, je sais pas où ça va, il y a un peu l'inconnu derrière. Le fait d'aller rechercher un peu dans ce qui a été engrammé inconsciemment, et pas nécessairement de manière violente ou autre, hein, parce que les parents, voilà, bon, faut s'attendre quand même à ce qu'on aille rechercher des choses un peu, à remuer un peu des trucs. Et c'est encore plus intéressant parce que moi, je considère que les événements de la vie, des fois, on les prend et en fait, on les digère pas tous. Donc, ils restent bloqués là. Et mon travail, ça va être aussi une partie de te faire digérer quelque chose qui n'est pas passé. Et une fois que c'est digéré, c'est OK. Mais en fait, le fait de le garder, bah, au bout d'un moment, on se dit, mais si déjà, les gens n'ont pas conscience qu'ils ont ça, qu'ils ont cette boule-là, et qu'ils se disent, bah, d'ailleurs, souvent, 90%, quand on parle d'angoisse, la boule, elle est toujours au plexus solaire, etc. Donc, c'est toujours le même endroit où ça se passe. Mais la personne est habituée à avoir cette boule, mais au-delà de la boule, c'est qu'est-ce que raconte cette boule et quelle est la croyance qu'il y a derrière. Si je m'en sépare, bah, comme pour reprendre l'exemple, c'est, bah, finalement, je vais peut-être finir le deuil que j'ai avec mon père, qui est pas fini, et qui fait que je reste avec ce truc-là. Mais et au bout d'un moment, je me dis, mais j'aime pas cette boule, mais au niveau inconscient, si elle représente mon père, j'aime cette boule. Mais dans la vie de tous les jours, elle me bloque. J'ai envie de la dégager, mais je peux pas dégager mon père. Et en fait, il y a plein d'amalgames qui se font. Une fois qu'on met de la clarté là-dedans, bah c'est OK en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va bien au-delà d'un objectif, d'un focus d'objectif, ou d'une envie ou un désir de changement de vie ou d'évolution. Oui. Ça va bien au-delà de ça. Votre accompagnement. Ça va dans l'identité profonde de la personne. Et c'est cette identité qui va donner la liberté à la personne. Et des fois, j'ai des personnes qui viennent avec un objectif et qui repartent avec un autre objectif. J'imagine, ouais. Et pour moi, c'est OK. Tant que c'est aligné, c'est OK. Et j'ai toujours cette représentation de l'aimant, et tu as l'objet métallique, systématiquement, il revient à l'aimant. Et en fait, notre objectif, on se dit, bah voilà, je veux absolument atteindre ça. L'objet métallique, il bouge, mais l'aimant bouge pas, qui est l'inconscient. Et des fois, on touche l'objectif, mais on voit qu'on revient automatiquement. Un peu comme quelqu'un qui veut perdre du poids. Il perd du poids, ouais, il est content, et il reprend du poids. Et tout le travail, c'est comment je bouge l'aimant pour aller à mon objectif. Et l'idée, c'est que les deux doivent bouger ensemble. Et les gens, aujourd'hui, se disent de manière générale, moi, je suis la petite pièce métallique. Mais en fait, tu n'es pas la pièce métallique, tu es la pièce métallique plus l'aimant. Donc c'est tout ça qu'il faut bouger. Une fois que tu bouges tout ça, il y a pas de problème. Mais si tu bouges ça plus ça, bah il y a un moment, ça va revenir automatiquement. Donc je fais bouger l'aimant. On sent les métaphores de l'ancien ingénieur. C'est ça. Ah non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Le côté très très basique de alors on met ça là avec un truc comme ça qui fait qu'on se retrouve comme ça. Non mais c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que et c'est marrant parce que dans mes comptes rendus, je mets systématiquement toutes les métaphores que j'ai pu avoir dans le truc. Parce que les métaphores parlent beaucoup plus facilement à l'inconscient. Évidemment, c'est ça le côté très pédagogue Oui. que vous avez et qui est essentiel. Oui. Parce que c'est déjà tellement subtil, tellement... Ah, c'est ça. C'est fastidieux parfois, on se dit, oh là là, bon... Mais quand on le matérialise avec des allégories ou avec des métaphores, c'est beaucoup plus simple. Et oui, bien sûr. Et derrière, et une fois que ça bouge, cette identité bouge, la réalité qui est associée au cheminement va changer en fait. Ma réalité change en fonction du niveau de conscience que j'ai à ce moment-là. Donc là, je reviens sur le esclave ou maître de la réalité. C'est est-ce que je suis esclave de mon passé et je reste dans cette réalité, ou bien est-ce que je deviens maître de ma réalité, mais je bouge mon aimant et mon inconscient et je choisis la réalité que j'ai envie de vivre, sachant que la réalité est neutre. Je prends un exemple. En hypnose, par exemple, si je fais boire de l'eau à quelqu'un et que je dis à son subconscient, typiquement, c'est pas de l'eau, c'est du jus d'orange, elle aura la sensation, le goût du jus d'orange. Mais pourtant, la réalité telle qu'on la connaît, on sait que c'est de l'eau. Mais l'interprétation que j'ai, c'est ça le plus important. Donc ça veut dire que là où certains voient un blocage, d'autres voient des opportunités. Quand le Covid est arrivé, j'allais dire 90% des gens ont dit c'est la fin du monde. Il y en a d'autres, il y a quelques gars qui se sont dit et si on vendait des masques? Donc, et pourtant c'est la même réalité, on est tous confrontés, mais c'est la perception qu'on a qui crée notre réalité. Donc maintenant, plus je maîtrise cette perception, plus du coup plus je deviens maître de ce qui se passe et je ne suis pas esclave de mon inconscient et des mécanismes que j'ai. C'est passionnant, vraiment c'est passionnant et je trouve que ça démocratise un petit peu le statut de coach. Vraiment, je trouve que vous faites ça vachement bien. C'est très clair, c'est très pédagogue et ça donne envie effectivement d'avoir quelques discussions avec vous profondes pour aller rechercher les choses. En tout cas, merci Hicham. On peut vous consulter, j'imagine, en visio, à distance, en visio, tout ça on fait. Ouais, tout à fait. Alors moi, essentiellement, beaucoup de visio avec des gens qui sont un peu partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui on est dans une ère, j'allais dire digitale nomade. Donc j'ai des gens qui sont à Dubaï, comme en Espagne, comme n'importe où, et aussi en entreprise où je fais des conférences justement pour parler de l'inconscient et de leur expliquer que c'est notre inconscient qui nous dirige et que si on devient maître de notre inconscient, on devient ce qu'on appelle leader, quoi. On sait où on va. Éclairé. Exactement. Un leader éclairé. Parfait. Vous allez évidemment pouvoir commenter cette émission. On va vous mettre en dessous de la vidéo tous les liens qui vous permettent d'entrer en contact avec Hicham Akadam. Et puis vous remarquerez qu'évidemment on a légèrement amélioré la photo. Parce que vous avez 10 ans de moins sur cette photo, qui n'est donc plus d'actualité. Comme quoi mon identité a bougé. Exactement, bien joué. Ça avance. Exactement. Merci infiniment, Hicham. Merci Marc. C'était passionnant. Je sais que vous allez commenter tout cela avec bienveillance comme toujours. Et puis nous on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Salut.